Les amis restèrent un long moment assis en cercle, bercés par la voix mélodieuse qui s'était élevée dans les airs. Jonesy en avait la chair de poule. Il ne comprenait pas trop encore, mais il sentait que ce qui se jouait était de la plus haute importance. Il observait les adultes à la dérobée. Ils gardaient tous les yeux fermés. La voix de Martha commença à s'atténuer très lentement, en même temps que le vent se calmait, et ses longs cheveux si légers, qui virevoltaient pendant son chant, s'affaissèrent dans un mouvement doux et soyeux. Elle s'était tue. Personne ne bougeait. Des bruissements alors dans les hautes herbes alentour les firent sortir de leur léthargie. Elfes, mormoles, heavenbirds et 2 grands personnages énigmatiques les rejoignaient à pas de velours. Jonesy était ébahi. Les yeux ronds, il se tourna vers Martha et il murmura « Mais qui es-tu donc ?»« Il est temps que tu le saches, mon jeune ami. » Alors, délicatement, après avoir reçu l'approbation de ses parents en un regard, elle posa ses mains sur lui, une sur le front, l'autre sur la nuque, et lui dit doucement « Fais-moi confiance encore une fois, ferme les yeux et tu sauras tout. » Jonesy s'exécuta, il sentait les mains fraîches de Martha sur lui, puis comme des picotements, mais pas désagréables. Les mains tiédissaient à mesure qu'il percevait une sorte de brouillard derrière ses paupières closes. Martha sentit son trouble et lui demanda de se laisser aller. Petit à petit, le brouillard s'estompa, des images nettes apparurent, ainsi que la voix de Martha comme celle d'un narrateur. « Voilà, nous y sommes, petit. N'aie crainte, je vais tout te raconter. Ce que tu vois appartient à un monde ancien et révolu, celui d'où je viens, enfin, pas complètement. » Les paupières de Jonesy laissaient apparaître les mouvements rapides de ses globes oculaires. Il était stupéfait de voir toutes ces choses inconnues défiler dans sa tête. De grandes constructions, des engins qui produisaient de la fumée, des personnes, beaucoup de personnes, habillées de façon étrange, du bruit, c'était assourdissant, lui qui vivait sur une île peu peuplée, calme et tranquille. Martha semblait l'accompagner dans ce périple, il la sentait et l'entendait parfaitement par-dessus tout ce tintamarre, comme s'ils voyageaient ensemble dans une bulle transparente au-dessus de ce décor qu'ils découvraient. Jonesy s'abandonna alors à ce drôle de voyage, et tandis qu'il observait tout, il écoutait. « Nous sommes à New York. C'est le nom de cet endroit que tu vois, que tu perçois, que tu sens comme si tu y étais. Il fait partie de mes souvenirs. J'y ai vécu un temps. Il appartient à un autre monde que le tien, un monde que je ne connais plus. Regarde, ce sont des voitures, les choses qui produisent de la fumée. Là, un vendeur de saucisses, et tous ces hommes et femmes qui marchent et parlent vite. On ne voit pas le ciel, je sais, à cause des gratte-ciel. Ces grandes constructions sont des maisons, des lieux où tous ces gens se retrouvent pour vivre des choses. » Jonesy n'en croyait pas ses yeux. Il eut conscience qu'il avait la bouche ouverte comme un poisson hors de l'eau et la referma très vite, se sentant un peu bête tout d'un coup. « Nous sommes dans ce qu'ils appelaient les années 30. Écoute, c'est de la musique, du jazz des années folles. Viens, entrons ici. » Ils poussent alors une lourde porte derrière elle, un épais rideau de velours rouge. Quelqu'un chante là-dedans, il fait sombre. Mais cette voix... Oh, Jonesy la reconnaîtrait entre toutes. « C'est vous, Martha !» Sur la scène, dans une robe moulante et bleue, les cheveux blonds en cascade sur les épaules, se dandinait une Martha toute jeune et beaucoup plus mince. Une vraie beauté, et quelle voix !»« Oui, c'est moi. J'ai vécu parmi les humains après m'être aventuré parmi eux. Je vivais au fond des océans avec mon peuple. Nous en étions les gardiens, cachés, inconnus des humains. Nous intervenions discrètement lorsqu'il le fallait. Parfois, des pétroliers, ce sont des embarcations chargées d'un produit dangereux pour la nature, s'échouaient et menaçaient les animaux marins. Nous pouvions y remédier, nous avions nos solutions, nous en sauvions autant que nous pouvions. Dauphins, mouettes, poissons en tout genre, nous allions les chercher et les soignions avec nos remèdes ancestraux. Je vivais au fond des océans, dans la plus belle cité que tu puisses imaginer. Quelques imprudences de la part de mes congénères femelles au chant mélodieux nous valurent des légendes sur la terre des hommes. Ils les appelaient les sirènes. Les hommes ont beaucoup rêvé d'un peuple sous l'eau, à juste titre, mais peu d'entre eux purent s'en rendre compte de leurs yeux. Nous savions demeurer discrets la plupart du temps. Un jour, avec ma meilleure amie Tilda,
Nous nous aventurâmes plus que de raison, loin de chez nous, alors que cela nous était interdit. Oui, je sais, mais quand on est jeune, on manque parfois de sagesse et la curiosité est la plus forte. Plusieurs fois, nous nous approchâmes des côtes. Nous pouvions vivre en dehors de l'eau pour une durée inconnue, mais nous le savions pour l'avoir testé sur de petites îles paradisiaques. Nous décidâmes de tenter l'aventure sans rien dire à nos parents qui nous croyaient ailleurs. Nous étions libres et, après tout, j'étais la fille d'un roi et d'une reine. Jonesy eut du mal à étouffer un cri de surprise. Oui, petit, j'étais une princesse, une intrépide et curieuse princesse. Tilda et moi, nous nous sommes débrouillés pour obtenir des vêtements d'humains et nous avons visité un jour cette ville que tu vois à présent. Plusieurs fois nous partîmes ainsi en exploration et plus le temps passait, plus cela nous plaisait, même si à bien des égards, les hommes manquent de finesse et gâchent des choses. Bref, petit à petit, nous nous sommes intégrés. Toujours en cachette de notre peuple, nous vivions une deuxième vie, exaltante et secrète. Un beau jour, nous vîmes une affiche sur laquelle une chanteuse était dessinée, mais nous ne savions pas encore très bien lire la langue des humains. Un homme s'est approché de nous, amusé à remarquer notre air ébahi, il s'appelait Jim. Il nous expliqua qu'il cherchait une chanteuse, il venait de coller l'annonce à plusieurs coins de rue. Sans réfléchir, mue par mon instinct d'aventurière, je me proposais spontanément. Tilda me pinçait le bras, elle avait peur de ce qui se passait bien sûr. Mais c'est ainsi que je commençais une carrière de chanteuse et que Jim devint mon premier et unique amour. Mais il a su qui vous étiez réellement ? Je le lui cachais du mieux que je pouvais. Je prétextais des voyages chez mes parents éloignés, ce qui était vrai, pour m'absenter et revenir au fond des océans. Nos parents ne se doutaient toujours de rien. Je m'en veux de leur avoir menti. Jonesy vit sa mine s'assombrir, mais elle continua à l'air enjoué, comme si elle revivait toute l'histoire. Petit à petit, l'amour entre Jim et moi grandit. Tilda aussi était tombée amoureuse d'un musicien de notre bande. Et, oh, comme tous ces moments étaient merveilleux. Je devins vite une chanteuse de renom et les salles de concert ne désemplissaient pas. Il y eut même plusieurs articles de journaux parlant de moi. Pardon, je t'explique. Ce sont des mots que les hommes savent mettre sur un papier, tu saisis ? Jonesy acquiesça. Il se souvenait de ces affiches dans la maison de la baleine quand il y avait dormi. C'était donc elle. Tilda est devenue championne de natation. Nous vivions vraiment parmi eux. Un jour, je suis tombée enceinte et je n'ai pas pu le cacher longtemps à mes parents. Ils voulurent savoir, mais je ne pouvais pas leur dire. Ils nous firent suivre, Tilda et moi, et découvrir tout. Absolument tout. Mon père entra alors dans une colère terrible. Pas ma mère qui était triste, mais qui voulait que je sois la plus heureuse. Mon père ne l'écouta pas et me rogna. Tilda et moi furent chassés de notre belle cité. Jim, me voyant triste, me questionna et je finis par lui raconter d'où je venais, preuve à l'appui. Et elle écarta les doigts devant Jonesy pour exhiber ses mains palmées. Elle pouvait le cacher à volonté. Puis je donnai naissance à un fils magnifique, Marcus, qui me fit oublier en partie la tragédie. Lorsque Marcus eut 5 ans, il y eut une éruption volcanique au milieu de l'océan et notre cité fut engloutie dans les tréfonds de la terre. Oui, j'appris la terrible nouvelle de la disparition de notre peuple, nos parents, mon frère, nos amis, perdus à jamais grâce à l'un d'entre nous qui n'avait pas péri et connaissant tout de notre aventure, nous avait cherché partout et était tombé sur une affiche de l'un de mes concerts. Il était venu affaibli, l'air hagard, habillé à la va-vite, apeuré. Je le reconnus immédiatement, il était un fidèle serviteur du roi. Il a vécu un temps à New York mais n'a pas supporté le bruit, la foule et a disparu sans laisser de traces. Je n'ai jamais su ce qu'il était devenu. Je suppose qu'il a trouvé un endroit calme où il faisait bon vivre. Le temps passa, j'imagine que j'étais heureuse. Marcus grandissait bien, toujours vigoureux et joyeux, il était notre bonheur. Tilda n'eut pas d'enfant, elle gardait Marcus souvent pendant mes tournées de concert, il l'adorait. Voilà, Jonesy, tu sais beaucoup plus de choses à présent.
Pendant tout le récit de cette fabuleuse histoire, Martha avait gardé ses mains sur Jonesy qui avait pu tout voir ainsi en images, c'était incroyable. Elle cessa de le toucher. Jonesy revint à lui au milieu de tous qui le regardaient. Tous connaissaient l'histoire de Martha à Bleskel, de son ancien nom de princesse des océans. Cela ne faisait aucun doute, mais personne ne dit mot. Il semblait attendre. « Jonesy, j'ai 1 ou 2 secrets encore à te dire. Ils sont importants. Écoute. Le fils que j'ai eu est ton ancêtre. » Martha, je m'en suis doutée, je l'ai senti. Oui, car tu as ce don en commun avec moi. Tu pressens les choses, n'est-ce pas? Tu vois ce qui peut t'arriver. Tu rêves de ce qui va se passer. Oui. Jonesy réalisait que Martha, son père et lui venaient du peuple disparu de l'océan. Il se sentait étrange et soulagé à la fois. Autre chose, Jonesy. Je suis de sang royal et donc immortel. Jim était humain. Tilda ne pouvait vivre éternellement non plus. Je te laisse imaginer ma grande tristesse à leur mort. Je fus terrassé et décidai de partir avec Marcus par l'un des passages que mon peuple connaissait sur la terre des hommes. Des passages un peu comme celui du rocher du Héron? Oui, exactement. Ainsi, je pourrais visiter d'autres lieux? La terre? Qu'est devenu Marcus? Il a rencontré une fille de ce monde. Il l'a aimée, a eu un fils, et ainsi de suite, jusqu'à ton père et toi. Et pourquoi viviez-vous seul? Parce que les gens d'ici, en raison de ma grande taille, me regardaient comme si j'étais un monstre, et mes pouvoirs se sont développés avec le temps. Je me suis rapproché des créatures magiques qui vivent ici, tout naturellement. J'ai préféré vivre isolé, mais ton papa est souvent venu me voir. Il était temps pour toi d'apprendre la vérité. Quelle vérité, pensait Jonesy, ça alors? Et vous, mes amis, merci d'être là. Le moment est venu à nouveau de rassembler nos forces pour aller retrouver les enfants. Jusque-là, nous n'avons connu que des échecs, mais il est écrit dans le ciel depuis un moment que nous pouvons agir et que nous réussirons à passer cette fois. Les astres sont enfin alignés à la perfection. Jonesy apprit qui étaient les 2 drôles de personnages arrivés en dernier, Sim et Sam, 2 frères qui sillonnaient les plaines. Ils pouvaient créer des illusions, ce qui leur serait sûrement utile pour le voyage qui se préparait dans le pays des 2 lunes. Ils décidèrent de partir le lendemain aux premières lueurs du jour. Aucune ombre, aucun bruit autour du rocher du Héron. Au point du jour, tous s'y engouffrèrent, même Martha, car Sim et Sam en avaient agrandi l'ouverture pour la laisser passer à son aise. Pour s'éclairer dans le long tunnel qui s'annonçait devant eux, les mormoles se réunirent pour ne former qu'une seule boule lumineuse, lueur réconfortante dans les ténèbres. Ils avancèrent en file indienne et silencieusement, chacun se demandant ce qui les attendait, mais confiants, car ils étaient unis et possédaient des qualités fantastiques. Puis les mormoles stoppèrent leur avancée. Une autre lueur au loin se profilait, celle de la sortie. Il faisait donc jour dans le monde des 2 lunes. Ils devraient être très prudents. Johann passa devant, leur fit signe de s'arrêter avant de sortir, un doigt sur la bouche. Ils n'entendaient que des chants d'oiseaux et ne percevaient que d'épaisses feuilles extraordinairement grandes, certaines auraient même pu les abriter tous s'il avait plu. Les Heaven Birds s'élancèrent sur un signe de Martha qui venait d'en voir un dans ce nouveau monde. Étrange, il est possible que certains aient pu passer un jour ou se reproduire ici, sûrement. Ainsi, ils passeraient inaperçus et pourraient leur rapporter des informations. Quelle chance! Ils décidèrent d'attendre ainsi leur retour qui ne sut tarder. Martha avait la faculté de leur parler et les comprenait évidemment. Ils affirmaient qu'aucun danger ne les menaçait. Ils commencèrent donc leur aventure dans ce pays des 2 lunes que personne n'avait imaginé ainsi. La nature était luxuriante, les arbres géants, les fleurs multicolores aux senteurs exquises. Il faisait chaud et on entendait le bruit de vagues au loin. Ils marchèrent un bon moment, observant, humant l'air chargé d'effluves douces et se laissaient surprendre par la beauté du lieu. Des montagnes ne tardèrent pas à se laisser entrevoir entre des feuilles énormes, d'un vert jaune luisant, et à mesure qu'ils progressaient dans leur marche, elles paraissaient immenses, parsemées de taches de couleurs dues au rayonnement du soleil. La végétation se raréfia,
ne laissant place qu'à des palmiers géants qui ondulaient sous une brise de mer. Ils n'avaient croisé aucune âme qui vive, hormis les Heavenbirds. Ils ne parlaient pas. Leurs pensées étaient véhiculées sans un mot par Martha, qui agissait comme une antenne. Ils atteignirent une plage de sable d'un blanc immaculé, commencèrent à contourner ces montagnes qui formaient un cirque posé sur le sable, et ils s'aperçurent soudain qu'une entrée dans la roche était assez grande pour laisser passer un bateau. L'eau de mer s'y engouffrait, mais sur les bords de la cavité, la roche avait été taillée et offrait un passage pouvant être emprunté à pied. Cela semblait être la seule issue de cette forteresse de montagne. Mais aucun d'eux ne prit peur et ils empruntèrent le chemin de roche qui débouchait sur une forêt épaisse, encerclée par des montagnes, protégée par elles, la surplombant de plusieurs dizaines de mètres. Ils avancèrent en silence, détaillant l'endroit. « Levez la tête, mes amis !» La voix de Martha résonna dans leur crâne. Ici, nul besoin de parler, ils ressentaient. Le calme, la douceur, tout le contraire de ce qui était prévisible. Ils levèrent de concert leurs yeux. Sur les hauteurs disséminées, de petites constructions blanches sans fenêtres, tout un monde éparpillé dans ce foisonnement végétal. Des yeux les observaient depuis ces cahutes simples. Ils se sentaient résolument épiés, mais continuaient d'avancer sans crainte, comme attirés. Un chemin serpentait et menait à une construction plus grosse, juchée dans le creux le plus haut de la montagne protectrice. Leur ascension fut facile, aucun d'eux n'était essoufflé. « Je crois savoir, mes amis. » Martha sentait. Derrière cette porte ornée de motifs étranges en bois qu'elle identifiait, quelqu'un les attendait. Quelqu'un qu'elle connaissait. La porte s'ouvrit d'elle-même, comme par magie, et une silhouette se tenait là, le fidèle serviteur. Mais Johan, qui suivait Martha, eut un mouvement de recul, ses bras retenant la progression de la petite troupe, car derrière ce visage connu de Martha se tenait quelqu'un d'autre, imposant. « Bélem, mon frère !»« C'est impossible !» « C'est pourtant moi, petite sœur. Le jour de la catastrophe, j'étais parti en excursion assez loin et fus épargné. » Elle découvrit la vérité en un éclair. « Le monstre du gouffre, c'est toi ?» Pour ne rien te cacher, oui, en effet. Les idées se mettaient en place dans la tête de Martha à une vitesse folle. « Mais les enfants, les mormoles !»« Oui, les enfants sont des mormoles dans l'autre monde, mais ici, ce sont les enfants qui ont grandi. » Jonesy et la troupe n'en croyaient pas leurs yeux. Devant eux se tenait le frère de Martha, lui aussi rescapé de la catastrophe. Il ressemblait à Martha, en plus grand et large, mais les traits de leur visage ne laissaient aucun doute. Il expliqua qu'il n'avait jamais voulu faire de mal à personne, seulement reconstruire un pays presque semblable au leur, englouti, à ceci près qu'il devait se situer entre terre et mer, puisque les enfants, qui n'étaient autres que leurs descendants, avaient aussi du sang humain et ne pouvaient indéfiniment passer leur vie sous l'eau. Oui, il y eut d'autres survivants à la catastrophe qui s'étaient unis aux humains, comme Martha, et tous avaient rejoint Bélem dans ce monde, peu à peu. « Tu as pris ces enfants, Bélem, enlevés à leurs parents, tu te rends compte ?» dit Martha dont le visage avait bleui. « Ils sont heureux ici, Martha. Je leur apprends les coutumes de notre peuple disparu. Ils vivent ici en paix. Ils ont oublié leur vie dans l'autre monde, car ils développent des capacités incroyables ici. Comme nous, communiquer sans ouvrir la bouche, avec tout ce qui les entoure, voir ce que les yeux ne voient pas. Ils ouvrent leur cœur et ne pensent même plus à leurs parents. » Oui, mais leurs parents, eux, ne les ont pas oubliés. Ils souffrent encore. Comment n'ai-je pas pu comprendre plus tôt ? Car je me dissimulais sous les traits du monstre du gouffre. Et les enfants, en mormole, devaient parfois retourner chercher un des leurs chez vous. Comme toi, Jonesy, le plus attendu puisque nous sommes issus du même sang. Mais tu ne peux pas faire comme tu veux, enfin, se fâcha Martha. Viens te rendre compte par toi-même. Ce qu'ils découvrirent dans ce pays des deux lunes, la paix, la joie d'être ensemble dans un endroit de toute beauté, les enfants devenus de beaux adolescents vigoureux, qui vivaient avec la nature et ses bienfaits. Ils étaient tellement heureux de s'y retrouver réunis qu'aucun d'eux n'émit le désir de repartir.
Ils avaient fini par faire ce choix, submergés par une puissance d'une douceur infinie, transformés par elle. Ils avaient retrouvé leurs origines profondes qui devaient les emmener au plus près de leurs possibilités. C'est alors que Jonesy courut à perdre haleine en criant les prénoms de ses amis retrouvés, Lily et Abel. Leurs parents bondirent à sa suite pour les serrer dans leurs bras. Ces deux-là, c'est une erreur. Mes petits mormoles se sont trompés de cible. Ils sont humains et je ne parvenais plus à les faire repartir. S'excusa Belém. Tu es incorrigible, le gronda Martha. Ces enfants doivent revoir leurs parents pour leur expliquer leur choix. Tu comprends tout de même. Oui. C'est ainsi que le voyage eut lieu dans l'autre sens. Les adolescents revirent leurs parents, qui comprirent, grâce à leur langage doux, à des images qu'ils parvenaient à leur faire voir en esprit, que leurs enfants, devenus adolescents, étaient heureux dans un ailleurs merveilleux. Puis ils revinrent vivre dans leur cabane perchée, nichée au creux de cette montagne. Jonesy grandit avec ses parents, toujours en compagnie de Lily et Abel, inséparables. La vie reprit un cours normal, si l'on peut dire, ponctué de moments heureux au bord de la mer, de rencontres fabuleuses avec les mormoles, les elfes, qui leur apprirent tant de choses. Quelques années plus tard, Jonesy décida de rejoindre Belém et Martha, restés avec lui dans le pays des deux lunes. Il avait senti qu'il était attendu et il était prêt. Isilde et Johan furent à la fois tristes et heureux de le voir partir, choisir sa vie. Abel et Lily, qui connaissaient le chemin, rendirent visite souvent à leur ami. Jonesy finit par se marier avec Lily un beau jour de printemps. La cérémonie eut lieu au bord de la mer sur la plage toute décorée pour l'occasion. Martha reprit du service et leur chanta ses plus beaux chants, accompagnée de son frère à la mitare, un instrument de musique de chez eux. Les mormoles furent invités et brillèrent jusque très tard dans la nuit, alignés en hauteur, telles des guirlandes lumineuses. Sim et Sam leur offrirent un spectacle d'images volantes qui s'évanouissaient haut dans le ciel étoilé, éclataient comme des feux d'artifice. La fête se termina tôt le lendemain matin. Chaque invité avait pris soin de déposer un cadeau devant l'entrée de la petite cabane blanche des mariés. Collier de fleurs précieuses faites par les elfes, qui permettaient de choisir ses rêves. Fruits roses des Heaven Birds, dont la saveur unique guérissait des blessures. Une robe bleue, offerte par Martha, qui allait permettre à Lily de nager en grande profondeur avec eux sans respirer, et tant d'autres choses magiques et uniques. Ainsi, le lien est établi entre les trois mondes, dit Jonesy à Martha le matin, sous leur arbre géant préféré, dont les fleurs blanches, une fois mangées, les illuminaient de l'intérieur. « Les trois mondes », lui dit-elle avec un sourire énigmatique. « Qui te dit qu'ils ne sont que trois ?»